de suivre les programmes de la Sen TV. Chers téléspectateurs, bienvenue à votre grand rendez-vous d'information du soir que nous démarrons tout naturellement avec votre magazine L'Essentiel qui sera suivi à 19h45 de la principale édition. Alors ce soir dans le magazine Essentiel, nous parlons de gouvernement d'union nationale, un vieux pieux. Ce soir, pour en parler, j'ai sur ce plateau Abdou Khafor Touré, responsable politique, membre de l'APR. Bonsoir Abdou Khafor. Bonsoir. Également sur ce plateau, Babacar Dione, journaliste, analyste politique, directeur de publication du quotidien Li. Bonsoir Babacar Dione. Bonsoir Evelyne. J'ai bien prononcé le nom du quotidien? Oui, Li quotidien. Très bien, Li quotidien. J'ai juste dit Li, je me suis arrêté à ça. Donc Li quotidien, directeur de publication de Li quotidien. D'accord, Li quotidien. Bonsoir. Exactement. Bonsoir Evelyne et heureux de retrouver notre ami. Abdoulaye Mbow également sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir à toi Evelyne, bonsoir à Abdou Khafor, bonsoir à Odoye Babacar. Pour savoir lire, il faut savoir lire entre les lignes. N'est-ce pas? Li quotidien. Et c'est pas donné à tout le monde, hein? Alors, pour démarrer ce thème que nous abordons dans le magazine L'Essentiel, je veux juste démarrer par une petite définition très simple du gouvernement d'union nationale. C'est un gouvernement constitué des principaux partis, voire de la majorité des partis politiques représentés dans un parlement. La formation d'un tel exécutif se voit lorsque la situation politique, économique ou sécuritaire du pays requiert que cesse le schéma traditionnel de débat entre majorité et opposition. Alors, partant de cette petite définition simple, au Sénégal, actuellement, a-t-on besoin d'un gouvernement d'union nationale? Babacar. Merci Evelyne. Je crois que ce qu'on dit par rapport à ce gouvernement d'union nationale, c'est quand les circonstances l'exigent, en tout cas l'imposent au chef de l'État. Parce que souvent, je l'ai dit tantôt ici et même à la Sen TV, je crois que c'est quand le président de la République n'a plus en fait les cartes en main. C'est comme ce qui s'est passé avec les conférences nationales dans la sous-région. Il arrive un moment où le président de la République peut avoir besoin de toutes les forces de la nation, que ce soit politique ou en tout cas de la société civile, pour créer une nouvelle majorité, ou en tout cas pour créer une unité sacrée autour donc du gouvernement. Et je crois qu'aujourd'hui au Sénégal, pour répondre carrément à votre question, je crois qu'on n'en est pas là. On peut certes dire que la Covid a créé une crise économique. Le président Macky Sall l'a dit, on est passé de 6%, ne serait-ce que par rapport à cet exemple, de 6% à 1%. Donc il y a une situation, certes, de crise économique et les gens sont en train de travailler vers ça. Mais comme au Sénégal, il n'y a jamais eu de gouvernement d'union nationale, il faut le dire, il y a eu toujours un gouvernement de majorité élargie. Quand Maître Abdoulaye Wade est entré dans le gouvernement de Diouf... En 95 ? En 95, les libéraux commençaient à dire, oui, on est dans un gouvernement d'union nationale. Khafor, qui est là, peut dire la même chose, ne va pas me démentir. Et les socialistes ont fait un point de presse, hein, les Abdoulaye Makhtar Diop, Abdourahmane Agnetou, en disant, non, on est dans un gouvernement de majorité du PS élargi à d'autres forces de l'opposition. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Et je crois que mais maintenant, on peut dire carrément, pour différentes raisons, parce que c'est un débat qui est entretenu par l'APR, par des responsables de l'APR. Moi, j'ai entendu Luc Sarr, qui est conseiller politique du président Macky Sall, dire carrément, oui, on est prêt à ouvrir notre gouvernement à d'autres forces de l'opposition. Donc, on peut valablement dire que le président Macky Sall est en train de réfléchir sur une manière d'avoir d'autres forces dans son gouvernement, mais peut-être pas un gouvernement d'union nationale, mais un gouvernement de majorité de la paix élargi à d'autres forces. Pourvu que ça ne limite pas à des forces de l'opposition qui sont en train d'aller d'émerger, ou en tout cas d'aller vers la paix, ou en tout cas Benno Bokk Yakaar, parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'opposition, il y a deux tendances. Il y a une scission réelle qu'on voit. Il y a cette opposition radicale qui est incarnée par Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye, hein, et également Ousmane Sonko. Et d'autre part, il y a ce gouvernement peut-être de consensus consensuel qui est autour de Rewmi de Abdoulaye Wade. D'accord. Donc je crois que ce gouvernement donc, de majorité élargie pourrait intéresser d'autres personnes que cette opposition radicale. Alors, Abdou Khafor, si nous n'avons pas cette situation économique, politique, un peu désastreuse qui pourrait expliquer le gouvernement d'union nationale, pourquoi ce débat est agité?
Ben, écoutez, merci. Babacar vient de dire que c'est à la paire qu'on agite ce débat-là. Merci Evelyne pour l'invitation. Je voulais saluer M. John Babacar et M. Mbow Abdoulaye, avec qui je partage ce plateau. Je pense que le débat, il est extrêmement important. On parle d'un sujet très sérieux, mais moi, je ne sais pas qui a posé ce sujet sur la place publique. D'abord, ça, c'est la première chose. Moi, je ne veux pas perdre du temps un peu sur l'appellation, parce que il l'a bien posé tout à l'heure en faisant référence à l'histoire, ce qui s'est passé en 1991 sur les notions de gouvernement conceptuel, de gouvernement d'union nationale, de gouvernement d'ouverture, de majorité présidentielle et autres. Le débat, à mon sens, n'est pas à ce niveau-là. Effectivement, en 91, et je confirme, 95? En 91 d'abord, il y a eu 2 entrées. La première fois où des forces politiques d'opposition sont entrées dans le gouvernement, c'est en 1991. Et effectivement, il y avait ce débat-là entre les libéraux, le PDS, qui disaient qu'ils étaient dans un gouvernement d'union nationale, et les socialistes qui disaient qu'ils étaient dans une majorité élargie. Donc ce débat, c'est un débat conceptuel. C'est quoi? Nous sommes dans quel contexte? Moi, je pense que le président Macky Sall, il faut interroger sa doctrine de gouvernement. Sa doctrine politique, c'est quoi? Sa doctrine, c'est l'ouverture, c'est le dialogue. Il faut ne pas oublier que le président Macky Sall, depuis 2012, gouverne avec une coalition. Ça veut dire qu'il n'est pas avec une force politique uniforme. Une force, en fait, on l'a vu avec le Parti socialiste. Aujourd'hui, il y a une coalition. Pas parce qu'il est arrivé au pouvoir avec une coalition qu'il est obligé de gouverner avec cette coalition-là. Absolument, parce qu'il gouverne sur la base de la réalité qu'il a amené au pouvoir avec cette coalition. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il faut interroger de 2012 à 2020. Le président est dans le dialogue, il est dans la concertation, mais il est dans l'ouverture. L'ouverture vers toutes les forces politiques, l'ouverture vers toutes les compétences. Il veut agréger, même le slogan au début, c'était quoi? C'était la patrie. Mais je pense que c'est ça la doctrine politique du président. Il a gouverné pendant 8 ans avec la coalition politique qu'il a amenée au pouvoir, qui est encore là. Maintenant, il faut interroger le contexte. Un gouvernement, est-ce qu'il doit y avoir un gouvernement? La formation d'un gouvernement, ça dépend de la conjoncture, ça dépend du contexte. Nous sommes dans quel contexte? Nous sommes dans un contexte où nous sortons évidemment d'une crise majeure, qui est une crise inédite, imprévisible, qui a amené en fait des situations qui n'étaient pas attendues en début d'année. Ça, qui amène une crise économique, sociale dans notre pays. Deuxièmement, quel est le contexte du Sénégal? Il y a toute la situation géopolitique. Il faut interroger cela. Nous avons réglé les questions d'insécurité avec la Mauritanie. Aujourd'hui, nous sommes dans la cogestion de nos ressources gazières avec la Mauritanie. Il y a une instabilité au niveau de la Guinée-Bissau, la Gambie. Aujourd'hui, il y a le Mali. Il ne faut pas penser que ce qui se passe au Mali, c'est une question extérieure, c'est une question de politique intérieure. Parce que si le Mali est déstabilisé, le Sénégal sera forcément déstabilisé. Donc quand on est dans ce contexte, pas plus loin, on va jusqu'à Abidjan. Donc il faut interroger ce qui doit se passer au Sénégal, ce qui doit être construit comme dynamique politique dans notre pays à l'aune de ce qui se passe dans la situation sous-régionale et de ce qui se passe au niveau mondial. Et maintenant, si on interroge tout ça... À entendre votre analyse, là, on a l'impression que la rumeur de gouvernement d'union nationale risque de se confirmer. Non, moi je dis, non, moi, c'est vous qui parlez d'union nationale. Moi, je ne rentre pas dans les concepts de... Moi, je dis, qu'est-ce qu'il faut au Sénégal? Vous me posez la question, je dis, nous avons besoin, et je crois que la doctrine du gouvernement et l'approche politique du président jusqu'ici, c'est l'ouverture, c'est le rassemblement. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons rassembler toutes les forces politiques, économiques, sociales. Moi, je ne parle pas de gouvernement politique, qu'on mette les partis politiques dans un gouvernement. Je dis qu'il faut aller au-delà des partis politiques traditionnels, il faut aller vers la société civile, il faut aller vers les syndicats, il faut aller vers l'expertise sénégalaise qui est ici ou qui est à l'étranger. Je pense qu'il faut interroger aujourd'hui notre pays, et je pense que le président l'a toujours dit, et nous le soutenons
dans cette direction-là, on ne peut pas gouverner notre pays sur la base de logique partisane. Ça, il faut être de très courte vue pour penser qu'il faut pour gouverner un pays avec un parti politique ou avec une coalition politique. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations très complexes et ces situations-là requièrent qu'il y ait une large majorité, un large rassemblement autour du président de la République pour faire avancer le pays. C'est le pays qu'il faut mettre en place. C'est pas parce que les gens retrouvent Macky Sall qu'ils sont dans la compromission, qu'ils perdent leurs valeurs, qu'ils perdent leur orientation ou leur conviction. C'est parce qu'il faut mettre en avant le pays. Et aujourd'hui, si on sait ce qui se passe dans notre environnement immédiat, la crise qu'il y a à l'intérieur du pays, nous devons mettre ce pays au travail. Et pour mettre ce pays au travail, il faut le faire avec ses meilleurs fils pour que les gens qui sont outillés, qui sont compétents, qui ont de l'expérience, qu'on les mette au service du pays. Et je pense que c'est ça qu'il faut aller. Maintenant, on peut l'appeler comme on veut. Mais voilà, il faut impérativement aller dans cette direction-là. Voilà, je reviens à vous dans un instant. Abdoulaye Mbow, donc le pays nécessite qu'on aille à un gouvernement d'union nationale, d'ouverture élargie à toutes les forces vives de la nation. Voilà, on va pas échanger sur les concepts de sciences politiques, mais actuellement, au Sénégal, est-ce que Macky Sall, pour réussir ce gouvernement élargi, d'ouverture, d'union, quand on sait qu'il a réussi à réunir les forces vives autour du pays avec la lutte contre le coronavirus, mais que cette union a commencé à s'effriter? Oui, je crois bien qu'il faut d'abord se dire qu'avec l'apparition de la pandémie à coronavirus, ce sont les économies les plus fortes à un niveau mondial qui sont aujourd'hui impactées. Les économies françaises, américaines, brésiliennes, etc., vivent leur pire récession économique depuis la Seconde Guerre mondiale, pour certaines depuis la crise de 1929. Ce qui veut dire que cet impact va toucher considérablement des économies faibles telles que l'économie sénégalaise. Ce qui veut dire, encore une fois, que c'est une question aujourd'hui qui ne concerne plus le gouvernement coalisé que dirige le président Macky Sall depuis 2012, mais c'est un problème qui doit concerner l'ensemble des Sénégalais, parce qu'il est question aujourd'hui de tourner les débats autour de la question centrale de la relance économique. Et quand on parle de relance économique, cela ne doit pas seulement concerner ceux-là qui sont censés gouverner et que l'opposition continue de jouer son rôle. Parce que la situation impose, moi je refute le terme d'union nationale, peut-être oui pour un gouvernement de majorité élargie, mais par rapport à la crise, la pandémie que nous vivons avec ses impacts sur l'économie, et ça va aller crescendo, ça va pas se résoudre dans 1 an, dans 2 ans. Non, les projections sont lointaines par rapport également au niveau de baisse constaté sur la croissance économique, mais également aux impacts réels sur le produit intérieur brut. Moi j'opterais pour l'appellation de gouvernement de convergence nationale, parce que Khafor a raison lorsqu'il parle de syndicats, lorsqu'il parle d'opposition, lorsqu'il parle de société civile, etc. C'est pourquoi moi je dis que je vais voter pour le terme de gouvernement de convergence nationale, parce qu'aujourd'hui tout le monde doit travailler par rapport à la relance de l'économie du Sénégal. Le secteur privé aujourd'hui devrait pouvoir prendre une place qu'elle n'a peut-être jamais eue, jouer les premiers rôles, être au devant de la scène pour créer de la richesse. Et qui parle de création de richesse parle nécessairement justement de création d'emplois. Donc ça va impacter positivement dans le panier de la ménagère, parce qu'en réalité, les répercussions seront partagées et les richesses créées au Sénégal resteront au Sénégal. Maintenant, je regarde l'opposition. Babacar parlait d'opposition radicale, mais je rappelle que M. Mamadou Lamine Diallo est un économiste chevronné qui a travaillé dans certains pays tels que le Mali. Je rappelle que M. Abdoumbaye est un banquier chevronné, donc qui sait comment gérer l'argent, qui sait comment on trouve de l'argent. Je rappelle que M. Thierno Alassane Sall est un ingénieur, il y a d'autres administrateurs civils, mais je crois bien que par moment, il faut que l'on admette, en mettant de côté nos problèmes d'ego, nos problèmes crypto-politiques, pour aller dans le sens de travailler uniquement, je dis bien uniquement, pour le Sénégal. Parce que si on veut que le président Macky Sall échoue
d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, parce qu'il y aura des élections, mais celui qui reprendra le pays par extraordinaire s'il est réélu, mais il trouvera une économie complètement mais Babacar Abdoulaye Mbow ne pêche-t-il pas dans l'ébauche qu'il vient de faire en citant, c'est vrai que ce sont des personnalités, pas des moindres, qui ont beaucoup de compétences, mais qui aujourd'hui se retrouvent dans l'opposition. Et tout à l'heure, je disais qu'il y avait une union autour du pays, je ne veux pas dire autour de Macky Sall, autour du pays, à l'entame de cette pandémie, mais une union qui s'est effritée avec des problèmes qu'on a déterrés et de nouveaux problèmes qui ont été mis sur la table et qui fait que, voilà, chacun est parti de son côté. Oui, comment réussir à réunir toutes ces personnes? C'est ça, en fait. Autour de l'essentiel. Non, je crois que là où je ne suis pas d'accord avec mon frère Abdoulaye, moi, je crois que certes, on a besoin de toutes les forces pour gouverner ce pays, mais je crois qu'on n'a pas besoin peut-être qu'elles soient toutes ces forces dans un gouvernement. Le président Macky Sall, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il soit d'abord sincère avec tous les acteurs de la vie du Sénégal, que ce soit économique, de la société civile et même politique. Il a même un devoir de sincérité vis-à-vis de l'opposition. Parce que quand il avait été élu en 2019, il avait carrément dit que je vais prendre compte de ces 40%-là qui n'ont pas voté pour moi. Hein? Donc c'était important pour lui de l'avoir dit le 3 avril 2019. Aujourd'hui, je crois que la première chose, tu l'as bien dit, avec la Covid, quand il y a eu cette union sacrée, parce qu'il faut rendre hommage à l'opposition, même radicale, qui est allée durant l'hiver, à l'exception près de Abdoul Mbaye. Mais en tout cas, les gens sont allés là-bas. Mais dès après, il n'a pas respecté un de ses engagements. Il a dit qu'il allait mettre sur pied un comité de gestion. On s'est rendu compte que finalement, après coup, il a mis sur pied un comité de suivi. C'est un fait donc qui a amené ces ruptures. Et on a vu également l'Assemblée nationale par rapport à cette vote de la loi d'habilitation. Hein. On a vu que finalement, il y a des choses, et ça a créé beaucoup de bruit. Ils étaient obligés, les députés de la paix, de revenir sur certaines décisions. Parce qu'on avait l'impression qu'ils voulaient tout prendre, en mettant des points qui n'étaient pas concernés par la loi. OK. Donc cela a fait qu'une partie de l'opposition n'avait plus confiance au président Macky Sall après quelques semaines. Maintenant, le président Macky Sall, je crois, ce qu'on attend de lui, c'est ses devoirs de sincérité vis-à-vis de tous les acteurs de la vie économique. Il a dit, surtout de la vie économique. Parce qu'aujourd'hui, quand on passe de 6% à 1% de taux de croissance, c'est un problème. À force à bien analyser également la situation d'instabilité dans la sous-région, je crois qu'on doit prendre tout ça en compte. Mais là, le président Macky Sall peut peut-être anticiper. Je disais toujours qu'il a les cartes en main. Hein. Il peut se dire, c'est vrai, il y a des problèmes là-bas, mais je vais anticiper pour voir comment faire intégrer, en tout cas intégrer toutes ces forces-là. Mais aujourd'hui, très sincèrement, je crois qu'on n'en a pas besoin. Même quand ils négociaient en sourdine avec Karim Wade, ils étaient parvenus à un gouvernement d'entente nationale. Hein. C'était le terme qu'ils utilisaient dans leurs documents pour voir si jamais donc il devait y avoir une entente entre l'APR et donc il y a plusieurs termes qui ont été utilisés. Gouvernement d'entente nationale. Gouvernement de convergence, ça peut, c'est vrai, symboliser et même expliquer ses besoins. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que je crois très sincèrement, pour prendre position dans ce débat, on n'a pas besoin de gouvernement de majorité électorale. Le président Macky Sall peut, s'il en a besoin, par rapport à cette crise dans la sous-région, mais appeler toutes les forces autour d'une table, parler avec eux. S'il avait créé, par exemple, le statut de l'opposition, qu'on ait un chef de l'opposition, comme ça se passe en Angleterre, parce que c'était l'idée, un shadow cabinet, ou bien, par exemple, tout simplement pris par le Premier ministre de l'opposition. C'est un peu ce qui se passe dans certains pays. Qu'il discute avec eux, à chaque fois qu'il a besoin de conseils de l'opposition. Qu'il puisse discuter avec les forces économiques du pays. Et à partir de là, il peut prendre des décisions, mais avec les idées des uns et des autres. Il peut synthétiser, lui, prendre les idées qui les intéressent. À partir de là, ouais. Mais un gouvernement avec d'autres membres, je crois qu'au Sénégal, ce n'est pas ça qui règle les problèmes. On peut les avoir. C'est symbolique peut-être d'avoir des opposants radicaux autour du président Macky Sall, mais je crois que ce qu'on attend de lui, c'est qu'il prenne toutes les idées et à partir de là, qu'il puisse prendre des décisions par rapport à ce qui l'intéresse. On n'a pas besoin d'un gouvernement élargi aux forces vives de la nation pour faire face aux problèmes de l'heure. Mais également, comment le chef à bord peut-il rassurer ses vis-à-vis? Je pense que déjà, la prérogative de formation d'un gouvernement, le contexte, la conjoncture, ça dépend d'une personne et d'une personne unique qui maîtrise cet agenda, c'est le président de la République. Maintenant, qu'est-ce que requiert le contexte?
Moi, je pense que, je le répète encore une fois, nous sommes dans un contexte qui requiert le rassemblement de tous ses fils. Aujourd'hui, c'est pas être avec Macky Sall, c'est être au service du pays. Il faut analyser les choses sous cet angle-là. Vous avez dit des choses qui sont extrêmement importantes. Incarne un peu ce pays-là. C'est pour cela, oui. À travers lui, on voit un peu le Sénégal. C'est pour cela que je disais tantôt comment rassurer ses vis-à-vis. Non, mais vous savez, moi, le président Macky Sall que je connais est un homme d'ouverture, est un homme sincère et c'est un homme qui respecte ses engagements. Vous savez, aujourd'hui, la coalition politique qui dirige le Sénégal, c'est la première fois, vous interrogez l'histoire politique du Sénégal, qu'il y ait une coalition au pouvoir pendant cette aussi longue durée. Donc ça, c'est un homme d'honneur, c'est un homme de principe, c'est un homme de partage qui peut réussir cela. Il faut interroger l'histoire. Babacar, et je... Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Non, mais ce que je veux dire, il faut interroger. Je sais que vous connaissez excellemment bien l'histoire politique de notre pays. Le président Senghor a gouverné ce pays pendant 20 ans. Il n'a pas gouverné avec son opposition. Il a fait des fusions-absorptions. Ça veut dire que vous perdez votre identité, c'est la fusion. Diouf, quand on créait les gouvernements où on associait l'opposition, on sortait de crises politiques majeures et aiguës. Pourquoi j'ai fait référence tout à l'heure à la situation sous-régionale? Parce qu'il faut se rappeler l'histoire. C'est parce qu'on sortait en 89 de la crise avec la Mauritanie, où il y a failli une guerre civile et militaire avec la Mauritanie. On sortait d'une élection en 88 où le pays était en crise sociale. On n'est pas dans ces contextes-là. C'est pour ça que le gouvernement a été ouvert à l'opposition politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le pays est bien tenu. Il n'y a pas de problème politique. On n'a pas de problème politique. On a un président de la République qui a une légitimité qui a été renouvelée il y a 1 an. Seulement, si cette personne-là se dit, écoute, il faut que je sois à la hauteur des enjeux de l'heure. Si vous voyez partout, même dans les grands pays, il y a un large rassemblement. Pourquoi on a senti le besoin d'avoir le dialogue national, de tenir un dialogue national? Pourquoi discutons sur le mandat du chef de l'État? Ça, c'est des problèmes, c'est des questions politiques qui font que les lignes s'éloignent. Mais parce qu'un président de la République gère des questions nationales. Vous avez été élu par une majorité 58,26%, mais pour vous gouverner par 100% de l'électorat. Et donc, il y a des Sénégalais qui ne sont pas avec vous. Et ça, c'est une réalité qu'il faut accepter. Et aujourd'hui, parce qu'il y a des urgences économiques, il y a des urgences sociales, nous sommes un pays en construction. Nous sommes un pays pauvre. C'est la réalité. Il faut gouverner en fonction de notre réalité. Nous sommes un pays pauvre. Il y a des difficultés sociales, il y a des difficultés économiques. Nous sortons d'une situation inédite qui amène véritablement... Mais cette crise-là va durer encore 1-2 ans. Donc, à partir de ce moment-là, il faut élargir les bases. Élargir les bases, ça ne veut pas dire être dans la compromission. Ça ne veut pas dire être à la recherche de... Parce qu'on reproche aujourd'hui, est-ce qu'il faut gérer... Parce que pour moi, même cette majorité, si je vous suis dans vos concepts, je vais dire une majorité alternative. Parce que c'est vous qui demandez que le président s'ouvre. Alternative par rapport à une gestion clanique, alternative par rapport à une gestion exclusive par rapport à un parti politique ou à une coalition de gouvernement. Ma conviction, c'est que notre pays a besoin de consensus sur un certain nombre de questions, sur l'emploi des jeunes, sur les questions économiques, sur les questions d'éducation, sur les questions de développement des infrastructures. Ça, quel que soit le président, vous savez que l'industrialisation de notre pays est une priorité. Vous savez que le développement de l'agriculture est une priorité. Et donc, à partir de ce moment, il faut rassembler le maximum d'expertise et d'énergie pour mettre le pays au travail. Avant de rassembler Abdoulaye Mbow, est-ce qu'il ne faudrait pas régler ces questions principielles
il parle tantôt de consensus, mais on se rend compte que sur plusieurs questions, il n'y a pas de consensus. Je ne veux même pas parler de la classe politique, mais pour le simple citoyen, si vous entendez les différents points de vue, il n'y a pas de consensus sur beaucoup de questions agitées dans ce pays-là, que ce soit d'ordre politique, économique, social et autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas régler d'abord ces préalables-là avant d'aller à une Effectivement, et je partage largement votre point de vue par rapport à ces questions principielles. Je crois bien qu'aujourd'hui, l'élan devrait être donné par le président Macky Sall pour aller dans le sens justement d'un large consensus par rapport à pas mal de sujets soulevés. Depuis le 17 décembre 1962, au vote de la loi sur le parrainage, le Sénégal a traversé des crises politiques majeures, quoi qu'on puisse dire. Mais les acteurs ont toujours trouvé les ressources pour pouvoir prendre langue et aller dans le sens de trouver en tout cas des points de convergence. On l'a constaté avec le protocole Kebambaï en 1992. On l'a constaté à la veille de la présidentielle de 2000, quand justement les doyens Abdoul Mazid Ndiaye et tant d'autres jouaient les médiateurs entre l'opposant Abdoulaye Wade et le président Abdou Diouf, mais également au-delà au-delà de ces dates, la tenue également des institutions là, par rapport justement à tout ce qui a été ressorti, je crois bien que les gens sont toujours allés dans le sens de trouver des consensus. Le président a lancé un dialogue, mais le dialogue aujourd'hui, l'ensemble des acteurs à qui l'on colle le sobriquet d'opposition radicale sont dans le dialogue politique, quoi qu'on puisse dire. Est-ce que les questions politiques liées au calendrier électoral, au processus électoral, devraient seulement intéresser les acteurs politiques? Non, ils devraient également être dans le dialogue national pour discuter des questions environnementales, pour trouver des réponses aux questions économiques, et ça va permettre justement d'aller dans le sens au moins de faire de la proposition, parce que l'opposition, quoi qu'on puisse dire, ce n'est pas seulement le fait de s'opposer. L'opposition par moment doit apporter des éléments de proposition, maintenant libre au président de voir s'il va les appliquer ou non. Mais quoi qu'on puisse dire, le président également a eu à prendre des décisions unilatérales, quoi qu'on puisse dire, lorsqu'il s'est agi de la loi sur le parrainage du processus électoral qui a mené à sa réélection en 2019. Véritablement, la position du président a été une position unilatérale. Il n'a pas eu à prendre justement langue avec l'opposition pour trouver en tout cas des points de convergence. La loi, on l'a votée sans débat. Donc, tout cela justement a permis justement de concocter un cocktail politique assez explosif qui a poussé certains leaders aujourd'hui à se braquer et à regarder autrement le président de la République, Macky Sall. Alors Babacar, n'a-t-on pas raison de penser ou de dire que le gouvernement d'union nationale élargi ou je ne sais pas quoi, c'est un vœu pieux? Oui, un gouvernement d'union nationale, moi, je ne m'attends pas à ça. Tous ces problèmes. Non, ça ne peut pas être un gouvernement d'union nationale. Ça peut être un gouvernement élargi à des forces. Okay. Mais vu tous ces problèmes, n'est-ce pas là un vœu pieux? Parce que, Evelyne, le problème, c'est qu'au début, le président Macky Sall a un peu raté la coche. C'est ça qu'on dit. Ouais. Parce que tout simplement, dans un premier temps, il avait la possibilité de s'ouvrir. Quand il a été réélu en 2019. Il était là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les élections. C'était le bon moment? Mais c'était le bon moment, les gens le font. Même avec l'emprisonnement de Khalifa Sall, tout ça, c'est vrai, il a libéré, tout en mettant un peu quand même, c'est vrai, l'épée de Damoclès sur sa tête. Et il y a le cas de Karim Wade, il y a autant de choses. Si ce qu'on ne demande pas, hein, c'est juste une parenthèse, c'est que ce soi-disant gouvernement d'union nationale ne soit pas une occasion de donner une amnistie à Karim Wade et à l'autre. D'autant plus que Karim, il dit l'avoir refusé tout simplement parce que c'était un moment pour le président Macky Sall de voter l'amnistie pour d'autres fautes qui concerneraient ses amis ou en tout cas ses parents. Donc je crois que pour l'intérêt du Sénégal, que ce sera pas l'occasion tout simplement d'amnistier Karim Wade et Khalifa Sall et basta. Aujourd'hui, le président Macky Sall, il doit se positionner au-dessus de la mêlée. Je crois que ce qu'on attend de lui, s'il parvient, le président Macky Sall, à être assez neutre, assez objectif, d'autant plus qu'il ne doit pas avoir un troisième mandat, il a la possibilité, pour ce qui lui reste de temps, d'appeler toutes les forces autour d'une union sacrée, parce que tout simplement en jouant franc jeu. En jouant franc jeu, c'est quoi? C'est en mettant pas la part belle pour la paire et Benno Bokk Yakaar, comme on le fait souvent, on le voit souvent, Kumba Amdei, Kumba Amundei, mais en étant à équidistance de tout ce qui se passe. À part de là, s'il donne les gages de cette objectivité, en tout cas de cette indépendance d'esprit par rapport aux partis politiques, je crois qu'il pourra regagner la confiance même de l'opposition. Rien n'empêche
aux gens de l'opposition. Je verrais mal, c'est vrai, Abdoul Mbaye réintégrer un gouvernement du président Macky Sall. Peut-être Mamadou Lamine Diallo, on ne sait pas trop. C'est juste qu'il y aura des réticences. Ousmane Sonko, il y aura des réticences. Non, je veux dire, on ne peut pas... Non, on ne peut pas avoir l'unanimité. On ne peut pas avoir l'unanimité. Il faudra également appliquer, justement, c'est pourquoi les Sénégalais avaient voté oui au référendum de 2016, parce que le financement des partis politiques au Sénégal doit être une très rapidement, on est à la fin de cette première partie. Ce que je veux dire, Ablaye, vous êtes de grands analystes. Quand on parle de l'opposition politique au Sénégal, bon, j'ai beaucoup de respect pour le Premier ministre Abdoul Mbaye, mais bon, c'est des l'opposition également, c'est pas ce que l'on fait en termes d'électorat, mais c'est également les différentes positions. Oui, c'est également les différentes positions. Nous sommes à la fin de cette première partie. Très rapidement. Le CRD, à l'exception de Mamadou Lamine Diallo, lorsque le président a appelé qu'il y a eu un large consensus, toutes les forces vives de cette nation ont répondu à l'appel du président en début mars. Ces gens que vous citez n'ont pas répondu pour des questions vraiment très subjectives. Mais ce n'était pas ça l'objet de notre débat. Très rapidement. Oui. On va clore cette première partie très rapidement. Mais très rapidement, ce que je veux dire, aujourd'hui, notre pays a besoin de rassembler tous ses fils. Si on a un président qui est conscient de cet état de fait, qui gouverne et qui veut gouverner avec les meilleurs fils du pays, et qui ne cherche pas véritablement à absorber les gens, à se dire mettons-nous au service du pays, nous devons soutenir le président dans cette direction-là, et c'est un homme d'ouverture, c'est un homme de dialogue, et c'est parce que c'est un homme de principe et c'est un homme qui respecte ses engagements que jusqu'ici il tient la coalition politique la plus large. Et je pense que toutes les questions qui ont été posées sont posées au niveau du dialogue national, et je pense qu'au sortir de ce dialogue national, bon, la pandémie, on verra quand on sortira de la pandémie, mais il y a une nécessité dans les prochaines semaines, les prochains mois, à ce qu'il y ait véritablement un gouvernement de combat, des gens engagés au service du président, avec le président au service véritablement de nos compatriotes, parce qu'il faut régler un certain nombre de questions. Et dans tous les pays, vous savez, aujourd'hui... On est à la fin de la première partie, Khafor. Oui. Voilà, et donc c'est sur cette analyse que nous refermons cette première partie. Dans un moment, là, tu commentais. Voilà l'actu commentée que nous démarrons avec l'impact du coronavirus dans le secteur du tourisme, un impact que l'Agence nationale du tourisme n'a pas encore quantifié en termes de chiffres, mais selon son directeur, l'État, à travers son agence, cherche à juguler cette crise par la promotion du tourisme local et du tourisme des affaires, suivant donc ses explications. Faire en sorte que de plus en plus les Sénégalais connaissent davantage leur pays à travers ces différentes offres touristiques. On va continuer à faire des efforts en incitant le secteur privé et aussi en travaillant avec les autorités de l'État pour avoir des mécanismes d'incitation à la demande, à la consommation touristique à des prix le plus bas possible. Le tourisme d'affaires ou le tourisme d'entreprise, c'est vrai, il mobilise beaucoup de ressources pour l'étranger. Nous sommes en train de travailler avec certaines entreprises, mais aussi surtout avec des agences spécialisées dans l'organisation de ces voyages-là, pour que toutes ces ressources qui partent à l'étranger puissent être maintenues dans le pays. Même s'il n'y a pas encore des chiffres pour quantifier les conséquences de cette pandémie sur le secteur du tourisme, mais on devrait s'accorder sur le fait que c'est un secteur qui a beaucoup peiné à cause de cette crise-là. Sinistré. C'est l'un des secteurs les plus sinistrés aujourd'hui. Ça, tout le monde est d'accord. La pandémie de Covid-19 a véritablement impacté ce secteur. Et je pense qu'il y a beaucoup d'efforts consentis par l'État du Sénégal, les acteurs, le ministère du Tourisme, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, sont en train de faire un important travail. Dans le cadre de la relance, l'État a quand même consenti énormément
de ressources dans ce sens-là. Et je pense que nous devons continuer à relancer ce secteur et à faire la promotion, à soutenir le programme TAMU Sénégal, la destination Sénégal. Mais est-ce que ce sera facile avec cette pandémie qui se poursuit, les mesures barrières, voilà qu'on... Vous savez, aujourd'hui, sur les peut-être 12 mois à venir, les prévisions au niveau mondial, ça va continuer à impacter le secteur du tourisme, le secteur des transports aériens, les échanges de façon générale. C'est pour ça qu'il faut, la meilleure façon d'atténuer cette crise, c'est de promouvoir le tourisme local, les échanges, parce que beaucoup de Sénégalais sortaient pour aller ailleurs, mais c'est un moment pour promouvoir la destination Sénégal, le tourisme local, que les gens découvrent les réalités et les richesses de notre pays. Et à bon prix, hein? Mais évidemment, il faut véritablement qu'on arrive à promouvoir le tourisme au niveau local. Mais c'est vrai, première vérité, c'est que le secteur est sinistré aujourd'hui, impacté, et là, l'effort que l'État a mis en œuvre, en soutien, même pour soutenir le Air Sénégal, qui est une fierté nationale, c'est des centaines de milliards. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 200-250 milliards dans le plan consenti sur le secteur du tourisme. Et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là pour soutenir tous les acteurs du secteur de façon globale. Voilà. Cette fois-ci, nous nous intéressons à l'impact du coronavirus sur la lutte contre les autres maladies qui tuent peut-être plus que le Covid, plus la Covid-19. C'est le cas du paludisme, de la tuberculose ou du sida. Selon donc la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida, la lutte contre cette pandémie risque d'anéantir les efforts consentis pour prendre en charge d'autres pathologies. Docteur Safia Toutam, que vous allez suivre dans un moment, prenez part ce matin à un atelier de partage entre le CNLS et la Ligue africaine des blogueurs en santé, suivant ces explications. La pandémie de Covid-19, la maladie à coronavirus. Et donc aujourd'hui, nous savons aussi que cette maladie, si elle se propage dans notre pays, elle va saper tous les efforts et tous les acquis que nous avons dans la lutte contre le sida. C'est pour ça que nous nous sommes aussi engagés pour faire reculer cette maladie de Covid-19. Alors, Abdoulaye Mbow, est-ce un problème de stratégie, de prévention, ce qui se passe présentement? Parce que comme elle vient de le dire, on se rend compte que dans les hôpitaux, l'accent est mis sur la lutte contre le coronavirus et on oublie que le Sénégal fait face à d'autres pathologies. C'est les deux à la fois, stratégie et prévention. Et Madame Dr Safia Toutam parlait justement de risque de propagation, alors que le virus est déjà propagé. On le sait pertinemment. Nous avons chaque jour énormément de cas issus de la transmission communautaire. Mais quoi qu'on puisse dire, il y a énormément de Sénégalais également qui vivent avec d'autres pathologies. Ce n'est pas seulement le sida. Il y a la tuberculose, il y a le diabète, il y a l'hypertension artérielle, il y a d'autres pathologies qui aujourd'hui ont poussé ces porteurs de maladies à ne pas se déplacer dans les hôpitaux depuis justement que le coronavirus a été déclaré au Sénégal, parce que tout simplement il y a eu une mauvaise communication qui a poussé justement ces gens à ne plus vouloir aller dans les hôpitaux, même si on sait avec pratiquement autant de cas dans nos hôpitaux aujourd'hui, les structures de santé sont totalement et complètement débordées. Je crois bien qu'il faut aller dans le sens de continuer à éveiller les consciences pour demander justement à ces personnes qui souffrent de certaines pathologies de continuer normalement leur traitement en allant justement au rendez-vous pour continuer de prendre les soins nécessaires afin de mieux se prémunir et de ces maladies-là, mais également de se prémunir du coronavirus qu'il ne faudrait pas transformer en dame, parce que la Covid, justement, c'est transformer le virus en dame qui voudra se marier au Sénégal et ne voudra plus quitter justement nos frontières. Abdoulaye Mbow, la dernière actualité que nous allons commenter, c'est la décision du chef de l'État de donner le nom de feu Babacar Touré à la Maison de la Presse. Une nouvelle bien accueillie par la direction de la Maison de la Presse et par l'agence de presse sénégalaise qui a ses locaux là-bas. Voyons tout d'abord le reportage de Mamadou Fofana réalisé ce matin. C'est cette grande bâtisse à 8 étages logée sur la corniche communément appelée Maison de la Presse qui va désormais porter le nom de l'illustre et éminent journaliste Feu Babacar Touré. Un choix qui n'est pas fortuit. Le président de la République, je pense, veut, à travers cette décision,
l'offrir en exemple à la jeune génération de journalistes qui ont besoin de s'inspirer de modèles de ce genre. Le bâtiment en question est une véritable œuvre d'art. Il est composé de plus de 70 pièces, un auditorium de 400 places, un restaurant et une terrasse panoramique. Pour le coordinateur de l'APS, le challenge, c'est de travailler à ce que ce cadre fédère les journalistes, une des missions que s'était assignée d'ailleurs son parrain. Il faudrait que ces bureaux soient animés, que les gens puissent quand même se sentir chez eux en étant dans cette maison de la presse qui doit fédérer l'ensemble de la presse sénégalaise. Le coordonnateur de la rédaction de l'APS invite les confrères à perpétuer l'œuvre et les chantiers déjà entamés ou bâtis par ce monument de la presse. Babacar, réaction? Oui, en tout cas, c'est une bonne chose. Hein? C'est un bel hommage de la nation. Mais au-delà pour le président Macky Sall, la première chose, c'est qu'il faudrait que la maison de la presse quand même soit mieux gérée. Ça, c'est important. Il faut que... C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec ceux qui boudent, mais je crois que même si on met un administrateur, n'importe lequel, à la tête de cette maison, mais l'essentiel, c'est que toutes les forces, en tout cas, tous les acteurs soient intégrés. L'autre chose également, je le disais aujourd'hui dans un commentaire que j'ai écrit dans mon journal, je crois que la presse, maintenant, a un rôle à jouer. Que le décès de Babacar Touré doit être quand même un déclic pour la presse, pour qu'on se revoie un peu par rapport à cette manière dont la presse sénégalaise est gérée. Je crois qu'il a balisé le terrain dans les années 80. Il a balisé le terrain, il a permis à d'autres journaux, en tout cas, d'exister et de venir. C'est la première fois qu'il y a eu une presse privée et indépendante au Sénégal. Maintenant, il est parti, il a joué son rôle. Aujourd'hui, à nous de reprendre ce flambeau. Je crois qu'on ne peut pas continuer à laisser la presse sénégalaise comme ça, avec des brebis galeuses qui sont là, qui ont élu domicile dans la presse et sans donc aucun contrôle. Je crois que c'est le moment maintenant, après cet hommage-là, que la presse également se revoie et puisse régler beaucoup de problèmes qui sont en train de gangréner notre métier. Voilà, nous sommes au terme de ce magazine, l'essentiel. Abdou Khafor Touré, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Evelyne. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir, c'était un immense plaisir de partager le plateau avec vous, avec notamment le doyen Babacar Dione et Abdoulaye. Cher confrère Babacar Dione, merci également d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci Evelyne. Bon, ils me font vieillir toujours en m'appelant doyen. C'est un signe de respect. Ouais, c'est un signe de respect. Voilà. Et vraiment, c'est un grand honneur parce que Khafor, je l'estime beaucoup. Abdoulaye, mon jeune confrère également, à chaque fois qu'on se parle. Un élément perturbateur, lui. Oui, mais bon, c'est à cause d'Evelyne. C'est Evelyne qui attaque et les autres sont obligés de contre-attaquer. Merci en tout cas de m'avoir invité. Abdoulaye Mbow, merci. Merci à toi, Evelyne. Merci à Abdou Khafor. Merci à Babacar qui a 20 ans. Voilà, c'est tout pour ce magazine L'Essentiel. Chers téléspectateurs, je vous retrouve dans un moment pour la principale édition du soir. Ce sera juste après cette page publicitaire.